Donc bonjour, on va continuer le dernier chapitre sur la biochimie structurale. Donc on avait eu l'autre fois le chapitre 1 sur les propriétés structurelles des acides aminés, puis le chapitre 2 sur les propriétés structurelles des peptides. Alors aujourd'hui, on va attaquer le troisième chapitre et le dernier sur la structure et propriétés des protéines. Donc voilà un petit plan. Donc on commence par une introduction. On va définir qu'est-ce que c'est les protéines. On va citer les fonctions et structures des protéines, la stabilité thermique, la coloration par réaction de Biot. On va voir les méthodes d'hydrolyse, que ce soit enzymatiques ou chimiques, des protéines, classification des protéines, et on finira cette partie-là par quelques techniques d'analyse des protéines. Alors, les protéines, ce sont des macromolécules, parfois on les appelle des protéines, elles sont présentes dans toutes les cellules des êtres vivants et assurent plusieurs fonctions. On les trouve sous différentes formes, soit sous forme d'enzymes, hormones, sous forme récepteurs, neurotransmetteurs et autres. Donc, il est constitué de longues chaînes d'acides aminés et elle représente 20% du poids de corps humain. Alors, leur structure primaire est le fruit de la traduction de la messager en séquence protéique par le ribosome. Donc, par la suite, on va voir comment se fait la synthèse de ces protéines à travers l'ARN messager. Et il y a toujours une relation, une correspondance entre le code génétique et la séquence d'acides aminés. Alors, les protéines sont constituées d'une vingtaine d'acides aminés naturels. Donc, il existe aussi d'autres acides aminés qu'on trouve dans les protéines et qui sont biologiquement actifs et aussi dans certains peptides. Alors, les protéines sont composées dans plusieurs polypeptides et elles présentent une masse moléculaire élevée. Donc, la majorité des protéines ont une masse moléculaire entre 10 et 100 kDa. On sait qu'un kDa est égal à 1000 grammes par mol. Alors, les protéines sont essentielles dans la vie des cellules. Chaque type assure une mission spécifique. Donc, on expliquera ça quand on arrive aux différentes classifications des protéines pour montrer chaque groupe de protéines assure une fonction bien déterminée au niveau de notre cellule. Alors, une protéine est une molécule de grande dimension, donc elle est conçue d'une section d'acides aminés repliés dans l'espace. Donc, on va le voir au niveau des différentes structures de protéines, quand on attaquera les structures primaires, secondaires et tertiaires des protéines. Alors maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est une protéine. Une protéine, tout simplement, c'est une molécule composée d'une chaîne d'acides aminés, ou bien elle est composée d'une chaîne de polypeptides. Les protéines sont des macromolécules biologiquement présentes dans toutes les cellules vivantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont des grosses molécules qui jouent un rôle très important au niveau des cellules. Elles sont formées d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques. Parfois, on les appelle des biopolymères linéaires et pouvant être très lents. Et ces chaînes sont constituées d'un enchaînement de résidus d'acides aminés qui sont reliés par des liaisons peptidiques. D'ailleurs, on a déjà vu ça au niveau du chapitre 2 sur les peptides. Alors, 50% du poids sec de la plupart des cellules est constitué des protéines. Alors ici, je vous montre que l'ionisation de la molécule change en fonction de pH. Donc on a vu que dans le chapitre des acides aminés et les peptides que ces molécules pourront être ionisées en fonction du pH du milieu. Alors la protéine aussi, donc ici je vous présente un exemple d'une protéine à des pH de milieux différents. Donc, une protéine qui est constituée de certains acides aminés comme l'arginine qui présente une fonction amine au niveau de la chaîne latérale, une chaîne latérale qui est positive, l'acide aspartique qui présente une fonction carboxylique au niveau de la chaîne latérale, et siline, valine et leucine. Donc, quand on prend cette molécule protéine et on le met dans un pH 2, on trouve que cette protéine est chargée positivement avec 3 charges au total. Alors pourquoi? Parce que à pH, à ce milieu, le milieu est très acide, donc les fonctions amines qui se trouvent au niveau de la chaîne latérale de siline, d'arginine et de la fonction amine libre vont être chargées positivement. Donc on aura 1, 2, 3 charges positives. Donc la protéine sera chargée positivement. Dans le cas où on augmente le pH à 5, donc la molécule ou la protéine devient chargée positivement avec une seule charge positive. Pourquoi? Parce qu'il y a apparition des fonctions carboxyliques qui sont chargées négativement, celle de l'acide aspartique et celle de cet animal qui a une fonction carboxylique libre à ce niveau. Donc on aura 2 charges moins et avec 3 charges plus, donc on aura au total une seule charge positive. Là aussi, on augmente les pH de milieu à 9, donc la protéine sera neutre, c'est la forme qu'on appelle la forme zooxanthérienne. Donc on sait que la forme zooxanthérienne contient autant de charges positives que de charges négatives. Donc on a 2 charges négatives en bleu et 2 charges positives en rouge. Alors quand on met cette protéine dans un milieu basique à pH 13, donc on constate que cette protéine est chargée
négativement. Alors pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, le milieu est riche en H, ce qui est les fonctions amides des acides chargés positifs vont libérer un proton et ils vont être réduites, elles seront sous forme d'NH2 et il y a l'apparition des fonctions carboxyliques qui sont pardon, chargées négatives. Donc on aura du chargement et la protéine sera chargée négativement. Toujours, il y a une extrémité C terminale et là c'est des N terminale. Alors cette fois-ci, on va suivre l'évolution des protéines en fonction, mais cette fois-ci à pH neutre. Pardon. Donc on aura trois formes, soit une protéine chargée positivement, c'est-à-dire on a beaucoup de charges positives que de négatives. Donc ici, vous voyez en rose, j'ai choisi les acides aminés dont la charge est positive et en bleu les acides aminés dont la charge latérale contient carboxylique qui sont ionisés. Donc on a à peu près 7 acides aminés qui sont chargés positivement et 2 acides aminés qui sont chargés négativement. Donc en total, la protéine est chargée positivement. Dans le cas d'une protéine neutre, c'est-à-dire la forme solitaire, on sait qu'il faut avoir autant de charges positives que de charges négatives. Donc on voit ici qu'il y a 4 charges négatives et 4 charges positives. Donc la totalité de la charge est nulle. Alors dans le cas d'une protéine chargée négativement, donc ici s'il vous plaît, il faut rectifier au niveau du cours de PDF, c'est une chaîne protéique chargée négativement, c'est pas positivement. Donc ici, donc, on a autant de charges négatives, il y a autant d'acides aminés dans la charge négative que d'acides aminés de charge positive. Donc on a ici 7 charges qui en bleu qui sont négatives et 2 qui sont chargées négatives. Dans ce cas-là, en total, la protéine sera chargée négativement. Donc ici, ça vous donne une information quand on est dans un pH neutre. Donc on peut trouver bien sûr des protéines chargées positivement, des protéines dont la charge est neutre et des protéines dont la charge est négative. Alors, la solubilité de la protéine dépend de la nature des sels dans lesquels on met les protéines. Donc, en général, vous voyez ici que la solubilité d'une protéine varie selon la nature des ions, ici, et on constate que cette solubilité augmente avec la concentration en sel. Si je prends par exemple le NaCl, c'est le plus important et qui donne une solubilité très importante des protéines. Alors, on arrive aux fonctions des protéines. Donc, on sait que les protéines assurent énormément de fonctions. Alors, quelques exemples, l'hormone sous forme d'hormone de ce récepteur, comme l'insuline, récepteur de l'insuline. Rôle catalytique comme le cas des enzymes, transport comme l'hémoglobine, transport d'oxygène, albumine, transport membranien. Un travail mécanique dans lequel les muscles comme actine et myosine. Et il intervient dans la régulation de la transcription. Il intervient dans l'hémoglobine avec IgG et IgM. Et la fonction d'une protéine est en relation avec sa structure. Alors, on commence par les structures des protéines. Donc, les protéines présentent 4 structures, primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Alors, je commencerai par la plus simple. La structure primaire est constituée d'une chaîne polypeptidique avec des acides aminés qui sont reliés par des liaisons peptidiques qu'on appelle des liaisons covalentes. Donc, on trouve à l'extrémité N-terminale une fonction amide qui est libre et à l'extrémité C-terminale une fonction carboxylique qui est libre. Donc, c'est la structure la plus simple des 4 structures des protéines. Alors, la deuxième, c'est la structure secondaire. Donc, vous voyez qu'elle présente un repliement de la chaîne principale qui est dû à des interactions des liaisons de vous voyez ici. Donc, on a 2 catégories, soit de forme, soit sous forme liquidale, ou bien sous forme de feuillet plissé. Donc, feuillet plissé, donc vous voyez qu'il est constitué par 3 chaînes polyps qui sont reliées par des liaisons hydrogènes avec CO et NH. Même chose que dans le cas de la fonction de la structure en hélice, vous voyez qu'il y a des liaisons CO et NH. Donc ici, on trouve 2 catégories, soit deux formes, pardon, soit sous la forme liquidale, soit sous la forme feuillet plissé. Donc je commencerai par la structure liquidale. Les caractéristiques sont les suivantes. Donc les plans font entre les angles de 90 degrés. Alors le degré de torsion des angles C alpha est le même sur toute la chaîne polypeptidique. Les chaînes latérales sont dirigées vers l'extérieur et 5 taux au niveau de l'hélice présentent à peu près au contient 18 résidus d'acide aminé. Alors les ponts d'hydrogène au niveau de la structure liquidale sont orientés parallèlement par rapport à l'axe de l'hélice et sont séparés par 3 acides aminés. Alors concernant la structure en hélice, la voici. Donc, il est caractérisé par ce qu'on appelle un pas. Un pas, tout simplement, c'est la distance entre le premier tour et le deuxième tour. Et un pas, la distance d'un pas est égale à 0,54 mm et il contient 3,6 résidus par tour. Donc, si on a 2 pas, il suffit de multiplier ces valeurs par 2.
Alors ici, vous trouvez, on parle parfois d'une hélice droite, une hélice à gauche. Alors l'hélice droite, c'est quand le sens d'enroulement est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si le sens d'enroulement est dans le sens des aiguilles, dans le sens contraire des aiguilles de montre, on parle d'une hélice gauche. Alors ici, je vous ai donné un exemple de la carotide, conçue par 3 hélices alpha, que vous connaissez, une protéine fibreuse allongée contre l'ombre dans les cheveux. Donc voilà la structure en hélice avec les différentes caractéristiques. Bien sûr, il y a des liaisons hydrogènes à celui-là, vous voyez entre H et SO. Alors maintenant, on fait pétablisser. Donc, dans cette structure, les caractères, c'est que les chaînes latérales sont réparties alternativement d'autres parties des plans de chaque côté, et les liaisons hydrogènes entre les électrons forment un groupement toujours sur autre chaîne peptidique. D'accord? Alors, les plans de liaison successifs sont disposés en zigzag et font des angles voisins de 160 degrés. Alors voilà les deux types. Donc dans le cas de bêta plus, on trouve deux chaînes, soit antiparallèles, soit des fragments ou bien des brins antiparallèles, soit des brins parallèles. Alors, dans le cas des brins parallèles, donc on aura toujours l'extrémité N-terminale, C-terminale, N-terminale, C-terminale. Et dans le cas des brins antiparallèles, on trouve l'extrémité N-terminale, C-terminale, cette fois-ci C-terminale, N-terminale. Donc j'ai donné un exemple de fait bêta, comme le cas des fibroïdes, c'est une protéine sécrétée par le ver azur. Voilà les différentes chaînes avec des brins parallèles, anti-parallèles. Alors on arrive à la structure tertiaire, donc elle est caractérisée par la présence de de 4 liaisons. Donc première, ce sont des liaisons hydrogènes qui se trouvent entre le CO et le NH. Et deuxième catégorie des liaisons hydrophobes, vous voyez ici, qui se trouvent entre la chaîne latérale des acides aminés dans la chaîne hydrophobe. Et la troisième, c'est le pont du sulfure qui se forme entre deux cystine, deux groupes motiol qui vont former le pont des sulfures, c'est la liaison covalente. Et la quatrième liaison, c'est la liaison ionique qui se forme entre la fonction amine chargée positivement et le haut de la fonction carboxylique chargée négativement. Donc la structure tertiaire se caractérise par la présence de 4 types de liaisons. Alors ici, j'ai résumé l'ensemble des liaisons intervient dans la stabilité de la structure spatiale des protéines. Donc on a 4. Donc liaison ionique entre des groupements chargés qui nécessitent une énergie de 10 kcal par mol. Alors deuxième type de liaison, c'est liaison hydrogène qui se entre CO et NH, d'accord, qui nécessite une énergie entre 12 et 30 kJ par mol. Troisième catégorie des liaisons hydrophobes qui se lient entre des groupements de la chaîne latérale qui sont non ionisables. Donc ça nécessite une énergie très faible de entre 0,01 et 0,1 kcal par mol. Dernière catégorie des liaisons, c'est ces liaisons qu'on appelle les ponts de sulfure, c'est une liaison qui se forme entre deux groupes motiol d'acétyle, qu'on appelle parfois des liaisons covalentes. Bon, ça nécessite une énergie entre 50 et 100 kcal par mol. Donc voilà, c'est l'ensemble, je résume l'ensemble des liaisons qui interviennent dans les structures tertiaires. Exemple de structure tertiaire, la myoglobine, comme vous connaissez, c'est une protéine qui permet le stockage d'oxygène au niveau des muscles. C'est une protéine globulaire, elle est composée de 153 acides aminés et contient un groupement prosthétique qu'on appelle lien et un atome au centre de fer qui permet la fixation d'oxygène. On arrive à la structure quaternelle. Donc la structure quaternelle est composée de 4 sous-unités que vous voyez ici. Les interactions non covalentes à ce niveau-là sont responsables de la stabilité des protéines. Alors l'exemple des structures quaternelles, l'hémoglobine, vous savez que l'hémoglobine transporte l'oxygène depuis les poumons jusqu'à les muscles. À ce niveau-là, il laisse l'oxygène pour la myoglobine. Et après, elle prend le CO2 et elle revient au niveau des poumons. Alors, elle est constituée de deux chaînes alpha et deux chaînes bêta et d'un groupement qu'on appelle protocycle. Donc, vous voyez ici le M et chaque M contient en centre un atome de fer. C'est à ce niveau que se fait la fixation de l'oxygène. Voilà, donc c'est un exemple de la structure quaternelle qui est composée de 4 sous-unités. Donc, ça, c'est une protéine, la fameuse protéine que vous connaissez, elle permet le transport d'oxygène au niveau, bien sûr, du sang. Alors, ça, j'ai résumé l'ensemble des structures, allant de la primaire jusqu'à la secondaire avec, en hélice et en bêta.
Puis de lysine, on passera à la structure tertiaire. De la structure tertiaire, il y a la dernière structure protéinée qui est caractérisée par 4 subunités, 4 chaînes. Alors, stabilité de la conformation des protéines. Vous savez que les protéines, que ce soit de structure primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, sont fragiles. Hein. Elles peuvent être dénaturées par l'utilisation de certains traitements physiques ou chimiques. Quand on prend une protéine, on le met en présence des radiations ultraviolentes ou bien en température, il y a une dénaturation de la protéine. Soit on utilise des paramètres chimiques, comme dans le cas des solvants, dans le cas d'un pH ou des sels. Tous ces paramètres permettent bien sûr de dénaturer la protéine. Alors c'est quoi la dénaturation? Tout simplement, c'est la modification de la structure tridimensionnelle de la protéine sans modifier la structure primaire qui reste intacte. Alors les conséquences de cette dénaturation, c'est que la protéine va perdre ses propriétés biologiques, c'est-à-dire enzymatiques, hormonales, et il y a une diminution de la solubilité. Bien sûr, à cause de la modification dans la distribution du groupement polaire-apolaire par ces deux paramètres, que ce soit physiques ou chimiques. Alors maintenant, on va parler des propriétés basiques des protéines. Donc, on a vu que dans le cas des acides aminés, les acides aminés à chaîne latérale peuvent absorber dans l'UV à 280. Les peptides aussi, les propriétés aussi qui présentent des acides aminés à chaîne latérale peuvent absorber dans 280 nanomètres. Alors, ce sont des protéines qui absorbent en général dans l'ultraviolet à 200 nanomètres à cause de la liaison peptidique. Alors, les holoprotéines sont incolores dans le visible. Par la suite, on va voir les groupes des protéines. Il y a des holoprotéines, des hétéroprotéines. Et ils sont colorés par la réaction du burette. Ça c'est une étape qu'on va développer en TP, soit par l'utilisation des réactions par le rouge pinceau, ou bien la méthode de choix, soit le bleu de Bromphilon. Donc ça, c'est l'ensemble des propriétés physiques des protéines. Alors, concernant la réaction du burette avec les sels de cuivre, donc, il se fait en 3 étapes. La première, c'est la fixation de l'atome, vous voyez ici, de cuivre avec les liaisons peptidiques. Deuxième, c'est la coloration des protéines par l'utilisation du colorant. Troisièmement, c'est le dosage par spectrophotométrie à une longueur d'onde de 540 nanomètres. Ça, c'est un exemple de réactivité du burette en présence de valine et la globuline. D'accord. Alors maintenant, on arrive à hydrolyser les protéines. Donc on a 3 voies si on veut hydrolyser les protéines. Donc soit la voie chimique par l'utilisation d'acide HCl, toujours à 120 degrés à 24 heures, soit une hydrolyse par des voies enzymatiques, l'utilisation des enzymes qu'on appelle l'endoprotéase, l'exoprotéase. Et la troisième type d'hydrolyse séquentielle, l'utilisation de la réaction des mains qu'on a déjà vu au niveau du chapitre des peptides. Alors, les enzymes exoprotéases, voilà quelques exemples. Si je prends par exemple la carboxylase A, elle coupe au niveau de l'extrémité C-terminale, elle coupe au niveau de l'arginine, lysine et proline. La carboxylase B, toujours elle coupe au niveau de C-terminale, au niveau de l'arginine, lysine. Et cette fois-ci, la carboxylase de catégorie C, elle coupe au niveau de tous les acides aminés. C'est-à-dire si on prend une chaîne polipeptidique, on le met en présence de la carboxylase C, donc il y a libération de tous les acides aminés par hydrolyse de la liaison peptidique. Si je prends le signe aminopeptidase, elle coupe au niveau de l'intermédiaire, au niveau de la proline, et en général, les aminopeptidase, elles coupent au niveau de tous les acides. Voilà quelques exemples des enzymes exoprotéases qui permettent d'hydrolyser la chaîne polypeptidique. Alors maintenant, on va parler de quelques classifications des protéines. Donc, les protéines, on peut les classer selon leur forme, selon leur composition, le rôle biologique et la solubilité. Alors, si on veut classer les protéines sur la forme, donc il y a 3 catégories. Protéines globulaires comme l'albumine et la globuline, protéines fibreuses comme la kératine et le collagène, et les protéines mixtes comme le cas des muscles, la myosine. Alors, si on les classe en fonction de la composition, on trouve 2 groupes, les protéines hétéroprotéines conjuguées et les protéines holoprotéines, ce qu'on appelle simples. Alors, concernant les protéines conjuguées, alors, ce sont des molécules constituées d'une partie protéique, apoprotéique, et une partie non protéique, c'est un groupement protéique, comme le cas des glycoprotéines, les maltodextroprotéines et les chromoprotéines, etc. Donc, pour la catégorie des protéines holoprotéines simples, donc il est composé essentiellement d'acides aminés, comme le cas de l'albumine, globuline et le collagène. Alors, si on veut classer les protéines selon leur rôle biologique, on trouve des protéines catalytiques, comme les enzymes, structurales, la kératine, qui interviennent au transport, comme le cas des globulines, transport d'oxygène, soit de défense, comme les monoglobines, contractiles, comme le cas des muscles, comme l'actine et l'usine, nutritifs, comme en voit l'albumine. Donc, si on veut classer selon la solubilité, il y a 2. Donc, il y a ceux qui sont solubles dans l'eau, comme ou bien dans le milieu aqueux,
comme le globuline et l'albumine, et ceux qui ne sont pas ceux dans le milieu aqueux, comme la catégorie des protéines, ce qu'on appelle la scléroprotéine. Voilà quelques critères de classification des protéines. Alors, un exemple d'une protéine qu'on appelle métalloprotéine à faire, c'est ferrodoxine. Alors, c'est une protéine que vous voyez ici, hétéroprotéine, contenant des centres qu'on appelle des clusters à l'intérieur ici, différents clusters. Voilà, il est constitué de 2 ou 4 atomes de fer reliés à des anions sulfureux. Bon, il joue un rôle très important dans la physiologie comme la respiration, la photosynthèse et la fixation d'azote. Donc ça, c'est un exemple de métaprotéine. Donc les clusters, ce sont des centres où ici, il y a un atome de fer sans les anions de sulfure. Et si vous trouvez deux atomes de fer avec deux anions de sulfure, et si vous trouvez 4 atomes de fer avec 4 anions de sulfure. Voilà un exemple de métalloprotéine fait comme la ferrodoxine. Alors ici, j'ai cité quelques techniques d'analyse de la structure des protéines. Ici, pour la structure primaire, donc on peut faire un séquençage par un séquenceur. Et la structure secondaire, on peut l'analyser par diffraction ou bien la résonance magnétique nucléaire, la RMN. Pour la structure tertiaire, on peut utiliser deux, la RMN ou l'UDRX. Les quaternaires, donc même chose, soit l'utilisation de la RMN, soit par diffraction. Donc ça, c'est quelques exemples de techniques qu'on utilise pour analyser les protéines. Alors, j'ai cité quelques techniques qu'on a à la Cité de l'innovation, l'Université de Fès, comme la résonance magnétique nucléaire. Voilà ici. Donc, c'est une technique extrêmement puissante pour déterminer la structure des molécules en utilisant des propriétés magnétiques. C'est un appareil très sollicité pour les gens qui travaillent sur la chimie organique. Deuxième instrument, c'est le DX, c'est le diffractomètre des rayons X que vous voyez ici sur poudre. Hein. C'est une technique d'analyse de phase, non de ce que je vais permettre d'identifier les phases cristallisées présentes dans tous les matériaux par comparaison avec un fichier de référence. C'est une technique aussi qui se trouve à la Cité d'innovation à l'Université Saint-Mandela. Donc la dernière technique, c'est la séquenceur d'ADN génétique. C'est un séquenceur de l'ADN qui consiste à déterminer l'ordre d'enchaînement des nucléotides d'un fragment d'ADN. Alors c'est une technique très sollicitée pour les gens qui travaillent sur la biologie moléculaire. Donc voilà, j'ai cité quelques techniques qui se trouvent à l'intérieur de l'Université Saint-Mandela. Donc je vais m'arrêter ici. Donc sur mon dernier cours, c'est le chapitre 3 qui était sur les protéines. Donc la prochaine, on va attaquer, Inch'Allah, les TD. Bon courage et au revoir.